Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos sur les cartes de la classe survivant, on en est à l'avant-dernière vidéo. Et donc on a trois événements de niveau 2. Alors dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves, on avait eu la Lueur d'Espoir de niveau 0, un événement qui coûte 1, qui a un icône libre, Très béni et chance, myriade, une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. Alors là, on a la version de niveau 2, et bien elle gagne un icône de volonté et un icône d'agilité. Voilà, amélioration assez simple. Par où commencer ? Oui, donc le principe d'une lueur d'espoir, on a un événement qu'on ne peut pas jouer depuis sa main, il faut le jouer depuis la pile de défausse. Et quand on le joue, on prend tous les exemplaires dans la pile de défausse pour les renvoyer dans sa main. Donc concrètement, comment on utilise la carte ? Comment on utilisait la carte ? On l'attribue à des tests de compétences, pour le plus 1, ou éventuellement on l'utilisait comme carte à défausser, et ensuite on dépensait une action et une ressource pour récupérer en main de 1 à 3, idéalement 3 cartes, pour avoir des plus 1 ou pour avoir des cartes à défausser. Et est-ce que j'en parle plus tard. Voilà, maintenant le principe est le même, sauf que vu les icônes qu'il y a, c'est pas 1 plus 1, mais on va l'utiliser pour avoir un plus 2 en volonté ou un plus 2 en agilité. Concrètement, cette carte-là, c'est un peu comme cran et dextérité qui vont cycler, sauf qu'on n'a pas la pioche de cartes en cas de réussite. Voilà. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous avez un test à faire sur reste pourrissant ou sur main saisissante. Alors sachant que main saisissante, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de scénarios dans tout le jeu dans lequel la carte apparaît. Parce que je crois qu'elle est uniquement dans le set de rencontrer les ghouls, et le set les ghouls, on ne le voit quasiment jamais. Voilà. Donc on a une carte qui va vous donner un plus 2 à certains tests, ou un plus 1 à n'importe quel test, et potentiellement revenir dans votre main. Un point, je pense, qui est intéressant à mentionner, c'est Patrice Huffaway, qui défausse toute sa main à la fin de la phase d'entretien, mais qui repioche ensuite jusqu'à 5 cartes. Dans un deck Patrice, on veut des cartes qui soient très versatiles, des cartes multifonctions, parce que la carte qu'on pioche à une phase d'entretien, on l'a plus à la fin de la phase d'entretien suivante, donc soit on l'a utilisée, soit elle est perdue. Mais je pense que pour Patrice, cette carte-là n'est pas très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir dépenser une action pour la récupérer, pour l'utiliser, et encore une fois, vous allez le défausser à la phase d'entretien. Donc ça veut dire qu'il faudrait pour elle dire première action de mon tour, je récupère les 3 exemplaires de lueur d'espoir, et avec mes actions 2 et 3, je m'en sers. Pas ça très efficace, voilà. Je pensais que c'était intéressant de le mentionner, parce que, je pense que vu... Par contre, éventuellement, ça pourrait s'envisager avec Ashcan Pit. Une fois par round, il va avoir une carte de sa main à défausser pour redresser Duke, ou éventuellement un autre soutien. Donc on pourrait se dire, round N, j'en défausse un exemplaire, round N plus 1, le deuxième exemplaire, round N plus 3, le troisième exemplaire, donc round N plus 3, première action, j'utilise Duke, je redresse Duke, deuxième action, j'utilise Duke, troisième action, dernière action de mon tour, je récupère en main les 3 exemplaires. Sauf que ça, il pouvait déjà le faire avec la version de niveau 0. Voilà, la version de niveau 2, c'est plutôt pour attribuer. Aussi à noter, si vous voulez une carte à défausser, il y a les événements qui ont le trait improvisé, voilà. Arme improvisée, barrière improvisée, faire avec les moyens du bord,
vous le défaussez et vous le jouez depuis votre défausse. Et l'effet est meilleur vu que c'est joué depuis la défausse. Voilà, donc au final, cette carte-là, on va pas payer 2 XP pour la défausser quand on peut utiliser celle de niveau 0. Elle peut servir pour les icônes. Voilà. On peut penser à Mintifan. Voilà, il y a le commentaire. Voilà, ici. Mais donc, Mintifan, elle a la possibilité, une fois par round et par investigateur, d'ajouter une icône libre à une carte attribuant un test de compétence. Donc, Mintifan, si elle attribue une lueur d'espoir, pour elle, c'est une carte avec un icône de volonté, un icône d'agilité et 2 icônes libres. Bon, là, ça commence à faire très efficace. Mais, il y a aussi son esprit analytique. Cette copie d'une lueur d'espoir, elle peut l'attribuer à un test effectué dans n'importe quel lieu. Ok, donc ça fait un gros boost à distance, ok. Si elle attribue qu'une seule carte, elle va piocher. Mais Mintifan, elle a accès à tout plein. Allez, je vais regarder rapidement. Elle a accès à tout plein de cartes de compétences. Voilà, elle a accès à tout plein de cartes compétences. Elle peut toutes les booster. Et alors, icône libre C2. Voilà, elle a même accès à plusieurs cartes compétences. Alors, sous condition, mais elle a accès à plusieurs cartes, des cartes utilisables sous condition. Elle a plusieurs cartes compétences qui ont plus de 2 icônes libres. Et si on regarde 2 icônes tout pile, courage inattendu, ok. Mais donc, même pour Mintifan, c'est pas très intéressant. Et l'effet de cycler, Mintifan, elle est chercheur, elle a de la pioche. Bon, je sais pas, c'est pas une carte que j'aime, je trouve c'est trop... C'est trop... ça demande trop d'efforts. Parce qu'encore une fois, c'est une carte à défausser. C'est une carte qu'on utilise soit pour booster ses tests, mais il y a des compétences qui sont tout aussi bien. Et si on l'utilise comme carte à défausser, il y a de meilleures cartes à défausser. Et quelle est la spécificité de cette carte? C'est qu'on peut la reprendre en main. Pour une action, tous les... voilà. J'utilise, round suivant j'utilise, je remonte en main, puis je peux réutiliser... Ouais, tous les 2-3 rounds, faut dépenser une action pour avoir des cartes à défausser, c'est... Moi je joue pas, ça. Deuxième carte, météo favorable, un événement, de niveau 2 donc, qui coûte 1. Très béni et chance, myriade, rapide, à jouer après le début de la phase d'investigation, limite collective de 1 en jeu, mettez en jeu météo favorable à côté du deck intrigue et choisissez une compétence. Tant que cette carte est en jeu, chaque investigateur gagne plus 2 à la compétence choisie. Forcé, quand la phase d'investigation débute, défaussez météo favorable. Alors, on a donc une carte qui, pendant la durée d'une phase... Alors que je vérifie... Après le début de la phase d'investigation, donc pendant la phase d'investigation, pendant la phase des ennemis, pendant la phase d'entretien et pendant la phase du mythe du prochain round, vous avez... tous les investigateurs ont plus 2 dans une compétence. Voilà, c'est un petit peu comme avoir un courage inattendu. Un courage inattendu à attribuer à chaque test qui utilise cette compétence pendant un round pour tout le monde. Alors évidemment, quand vous donnez un bonus pour chaque action, le gain d'action rend la carte encore plus intéressante. Voilà, d'ailleurs oui, comme ça marche pour tous les investigateurs, plus il y a d'investigateurs sur la table, plus c'est potentiellement intéressant. Ça se joue quand même en solo. Voilà, donc plus il y a de... J'y arrivé. Plus il y a d'actions, plus c'est intéressant. Plus il y a d'investigateurs, plus c'est intéressant. Si vous avez un effet qui rend... ça vous donne un bonus à la compétence, mais si vous avez un effet qui diminue la difficulté, c'est encore mieux, voilà, facilité d'apprentissage. Et notamment avec Léo Deluca. Léo Deluca, 4ème action, avec facilité d'apprentissage, cette 4ème action est plus simple.
et vous avez le bonus en plus, ok. Ça va être particulièrement intéressant si il y a plusieurs mystiques dans votre groupe. Pourquoi ? Parce que la spécialité des mystiques, c'est quand même de tout faire à la volonté. La carte telle quelle, vous pouvez vous dire, si je donne un bonus d'intelligence à tout le monde, ça va servir que pour les enquêtes. Si je donne un bonus de combat à tout le monde, ça servira, enfin de force, ça servira que pour le combat. Par contre, pour des mystiques, vous pouvez vous dire, je donne un boost à la volonté, et pour les mystiques, ça servira pour l'enquête, pour le combat, pour l'évasion, et puis la volonté, ça sert aussi contre le deck de rencontre. Voilà. Donc carte plus intéressante s'il y a des mystiques dans le groupe. Ou alors s'il y a des truands, parce que les truands ont des événements qui ajoutent 2 compétences. Voilà, il y a coup bas, vous combattez en ajoutant votre agilité, donc vous profitez d'un boost à la force et à l'agilité. Pour se faufiler, c'est évasion à agilité plus intelligence. Forcer l'entrée, c'est enquête à intelligence plus agilité. Mais si vous choisissez l'agilité à booster, vous boostez du combat avec coup bas. Vous boostez logiquement l'évasion avec se faufiler, l'enquête avec forcer l'entrée, et vous boostez aussi toutes les capacités qui utilisent l'agilité à la place d'autres choses. Par exemple, attaque par derrière. Du combat, l'agilité qui effectue, qui fournit 3 dégâts d'un coup. Et à noter, dérobé qui vous fait enquêter avec votre agilité. À noter aussi que ces événements-là, oui, j'ai montré ceux de niveau élevé, ils ont un effet supplémentaire si on réussit. Alors la version de niveau 0, c'est il faut réussir de 2 ou plus. La version de niveau 2, c'est il faut réussir de 1 ou plus. Donc déjà, si vous réussissez largement, vous avez un effet bonus. Et si vous réussissez très largement avec la version de niveau 2, ça vous remonte dans la main. Donc vous avez, en boostant l'agilité, non seulement vous vous aidez à réussir, mais vous vous aidez à avoir le bonus et la carte qui vous remonte en main. Voilà. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais les mystiques ont aussi 2 événements, l'âme spectrale et lire les signes, où ils ajoutent leur volonté à la compétence normale. Voilà. Donc il n'y a pas que les soutiens mystiques qui ont qui donnent envie de choisir la volonté avec météo favorable. Et dérober, vous enquêtez avec votre agilité au lieu de votre intelligence, vous découvrez 2 indices supplémentaires, donc 3 indices en une action, et si vous réussissez de 2 ou plus, ça vous le renvoyez dans votre main, et ça c'est très intéressant pour les truands, pour vider des lieux de fin de scénario. Et là j'ai pris l'exemple de la bibliothèque cachée, dans la campagne de Carcosa, 3 indices par investigateur, et dérober une action, vous prenez l'équivalent des 3 indices du truand. Voilà. Et donc au final, météo favorable, c'est potentiellement très intéressant. C'est le genre de carte où... Alors bon, moi ça c'est un truc qui me concerne pas vu que je joue toujours en solo, solo, sol trio parfois. Bref, je joue pas avec une autre personne. Et donc, tous les decks qu'il y a, c'est moi qui les ai faits. Et quand je les fais généralement en parallèle. Et donc voilà. J'essaie de cadrer. Je fais les 2 decks en parallèle. Et donc si je mets météo favorable dans le deck A, immédiatement je vais regarder qu'est-ce que je mets dans le deck B pour rendre la carte plus intéressante. Par contre, si vous jouez avec d'autres êtres humains, ce genre de carte là, ça nécessite un minimum de coordination entre les joueurs. Par exemple, mettons que vous jouez en trio, vous dites au combattant, est-ce que par hasard tu combats à l'agilité ? Enfin même avant ça, mettons que vous jouez l'enquêteur principal, vous demandez aux 2 autres ce qu'ils font comme rôle, il y en a un qui va dire moi je fais combat plus évasion, le deuxième dit moi je fais évasion plus enquête, vous dites
dans ce cas-là, combat plus évasion et évasion plus enquête, tous les deux vous utilisez votre agilité, et ben, dans mon deck, je mets météo favorable et je sais que je choisirai souvent l'agilité. Voilà. Donc la carte peut être extrêmement efficace si je vais y arriver, si on optimise les decks pour, et je t'ai distrait par la critique. Cette carte-là, vous en avez 3 exemplaires dans votre deck, vu que c'est myriade. 3 exemplaires pour un coût total de 2 XP. En survivant, il y a des options de récursion, par exemple dégourdi. Dégourdi, vous pouvez le récupérer en main avec véritable survivant, vu que la compétence a le trait inné. Donc vous avez 3 exemplaires de météo favorable. Vous en remontez un exemplaire dans votre main avec dégourdi, puis un deuxième exemplaire avec dégourdi. Donc voilà, 5e utilisation. Puis avec véritable survivant, vous récupérez que je retrouve ça, véritable survivant. Je me souviens plus s'il faut que les cartes soient différentes. Non. Avec véritable survivant, vous récupérez les 2 dégourdis. Vous en utilisez un pour une 6e utilisation de météo favorable. Vous réservez l'autre pour récupérer véritable survivant. Donc là, vous en êtes, je crois, à 5 utilisations de météo favorable. Et maintenant, vous pouvez faire un cycle véritable survivant pour récupérer les 2 dégourdis. Un des 2 dégourdis vous sert pour récupérer véritable survivant, l'autre pour un exemplaire de météo favorable. Donc chaque round vous pouvez jouer météo favorable rapide, action rapide, et pour une action normale, véritable survivant. Donc pour une action par round, vous pouvez donner plus 2 à toute la table dans une compétence choisie. Ouais, voilà, donc une carte difficile de décrire des combos précis, des cas idéaux d'utilisation, parce que c'est vraiment très dépendant. Vous faites une table de mystique, chaque round vous dites boost en volonté pour tout le monde. Vous avez une table plutôt de truand, c'est agilité pour tout le monde. Si vous êtes à un moment où il faut vider un lieu de ses indices, ça sera probablement intelligence, et comme c'est mentionné, il y a quelques cartes, par exemple boîte d'allumettes, vous faites baisser la valeur occulte du lieu, et même pour des investigateurs qui sont mauvais de base en intelligence, ils enquêtent intelligence plus 2 contre valeur occulte moins 1, c'est efficace. Voilà. Et dernière carte, alors dans la civilisation oubliée, on avait eu l'arme improvisée de niveau 0. Et il me semble que c'est le premier des 3 événements de ce genre-là qu'on a eu. Donc niveau 0, événement qui coûte 1, très tactique et improvisé. Vous avez le droit de jouer l'arme improvisée depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Combattre. L'ennemi attaqué perd 1 de combat pour cette attaque. Si vous avez joué l'arme improvisée depuis votre pile de défausse, cette attaque inflige plus 1 dégât. Version de niveau 2, déjà, si on la joue depuis sa défausse, après l'avoir mélangée depuis son deck, on pioche une carte, donc on remplace cette carte-là, dans le sens où on a mélangé une carte dans sa pioche, puis on pioche une carte, donc la taille de la pioche n'a pas varié, et maintenant, l'ennemi il perd 2 de combat, pas 1. Donc il y a 2 aspects. Pour les 2 XP, vous facilitez encore un petit peu plus le combat, et vous repiochez une carte, comme ça vous n'augmentez pas trop la taille de votre deck, et potentiellement vous pouvez repiocher immédiatement votre arme improvisée. Alors pour rappel, je ne sais plus où c'est marqué dans le livre de référence, mais on ne peut pas mélanger une carte unique dans un deck vide. Donc si votre pioche est vide, vous ne pouvez pas dire je joue arme improvisée de niveau 2 depuis ma défausse, puis ça devient ma pioche, puis je la repioche. C'est pas possible. Alors je sais plus si il faut qu'il y ait minimum 1 ou 2 cartes dans une pioche pour pouvoir remélanger. Je crois que c'est 1. Donc cas idéal, arme improvisée de niveau 2, après l'avoir jouée, vous avez une chance sur 2 de la repiocher.
Voilà, mais voilà. Alors, faire perdre 2 de combat, quand on baisse la difficulté, on espère toujours baisser la difficulté à 0. Parce que quand on a difficulté 0, sauf sauf exception, un test effectué avec une difficulté de 0, ça veut dire on réussit sauf si on pioche l'échec automatique. Même si on a une valeur de compétence de 1 et qu'on a pioché le -8, 1 -8 c'est ramené à 0, 0 versus 0 c'est une réussite. Voilà. Mais concrètement, si on regarde les ennemis, les petits ennemis, alors attendez, je passe un peu en vue, oui j'ai cherché des petits ennemis, l'acolyte, qu'on revoit assez fréquemment, il a 3 de valeur de combat, donc on le ramène à 1. C'est très bien, mais c'est pas 0. Donc si vous jouez en expert, y a quand même le -8, donc comment dire ça, si vous voulez quasi garantir la réussite, vous devez vous dire, difficulté de 1, je peux piocher le -8, il faut que j'attaque avec une valeur de compétence de 9. Bon. Le malfrat, dans l'héritage de Dunwich, il est 2 de 2, donc là, pour le coup, on le fait passer à 0 de valeur de combat, et même un non-combattant peut s'en débrouiller. Dans la route de Carcosa, le maniaque, pareil, il est à 3, on le ramène à 1, mais chez les survivants, il y a des cartes pour baisser la difficulté. C'était leur spécificité dans le cycle Les Clés écarlates. Donc il y a 2 cycles. Voilà. C'était la spécificité de leur investigateur, qui va avoir des mécaniques pour récolter des preuves, et lors d'un test de compétence va pouvoir dépenser une preuve d'un de ses soutiens pour diminuer de 2 la difficulté du test. Donc, arme improvisée de niveau 2, vous diminuez de 2 la valeur de combat, et si derrière vous diminuez de 2 la difficulté, pour chacun des ennemis que je vous ai montré, ça vous revient à une difficulté de 0 pour l'attaque. On a aussi facilité d'apprentissage que je mentionnais tout à l'heure. Alors certes, alors là je suis un petit peu perdu honnêtement, parce que je crois qu'ils ont fait 2 changements récemment, quoique je suis pas sûr. Ouais, enfin voilà, donc il y a eu première clarification en mai 2024, comme quoi facilité d'apprentissage affecte les tests pendant la phase du mythe, et puis apparemment, c'est pas mis dans les FAQ en haut, en novembre, je sais plus, je viens de passer devant, voilà. En novembre 2024, ça a été changé, non, ça n'affecte que les actions pendant le tour, je sais pas. Toujours est-il, avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de 1. Pendant ou après votre troisième action de chacun de votre tour, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Donc arme improvisée de niveau 2, jouée pendant votre troisième action ou quatrième action, cinquième action, ou si vous arrivez à vous donner des actions supplémentaires, la difficulté du test au total est diminuée de 3. Et si vous avez 2 copies de facilité d'apprentissage, diminuée de 4. Compétence discernement, pas d'icône, un max attribué par test de compétence, ça s'attribue à n'importe quel type de test, et ça diminue de 2 la difficulté du test. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que quand même, il y a pas mal de solutions si vous voulez faire ce type de deck-là, vous avez pas mal d'options pour diminuer la difficulté du test de 3, 4, voire encore plus. Et faire 2 dégâts quasi garantis contre un large éventail d'ennemis. Et voilà, la combo qu'il y avait dans la boîte Les Clés écarlates, exploiter une faiblesse, événement de niveau 0 qui coûte 2, rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les dégâts normaux de ce test, défausser l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez,
S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Donc, vous avez plein de cartes qui, additionnées à l'arme improvisée, vous permettent de réduire la difficulté du test à 0. Et là, vous jouez exploiter une faiblesse. Ennemi non élite, vous le défaussez. Et tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Défausser un ennemi, alors certes, si la victoire, ça va, vous n'aurez pas le point d'expérience. Si la vengeance, si vous jouez le cycle de la civilisation oubliée, si la vengeance, vous n'avez pas le point de vengeance. Ça peut casser les effets dans le renouveau de la civilisation oubliée, il y a un ennemi, et potentiellement il y reste pas dans la pile de victoire. Avec ça, s'il y va pas, il en revient pas. Et donc, voilà, vous avez la possibilité. Un ennemi non élite qui serait très gênant, vous pouvez exploiter une faiblesse contre lui. Et s'il est élite, alors échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place de l'effet d'arme improvisée, donc à la place du dégât si vous l'avez joué depuis votre main, ou des 2 dégâts si vous l'avez joué depuis la défausse. Voilà, vous lui avez échappé, donc vous n'avez pas à le finir tout de suite. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, il s'est déjà pris 3 dégâts. Arme improvisée, la diminution de la valeur de combat est la même que la carte soit jouée depuis la main ou depuis la défausse. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt je joue l'arme improvisée de niveau 2 depuis ma main, je fais tomber la valeur de combat de l'ennemi à 0, je joue exploiter une faiblesse, il s'est pris 3 dégâts, maintenant l'arme improvisée est dans ma défausse, et je le joue depuis la défausse, et si mon attaque est réussie, c'est 2 dégâts de plus. Et donc en 2 actions, vous avez infligé 5 dégâts. Il faut réussir les 2 tests. Enfin non, pardon, le premier test, il n'y a pas à le réussir, mais il faut baisser la difficulté à 0. Deuxième action, vous essayez peut-être pas forcément de descendre la difficulté à 0, mais vous voulez réussir le test, et si c'est réussi, 5 dégâts en 2 actions contre un ennemi élite. Et s'il est toujours pas vaincu après ces 5 dégâts, vous lui avez échappé. Voilà, arme improvisée, c'était déjà une bonne carte. Arme improvisée de niveau 2, c'est bien amélioré. Et alors, je sais pas si c'est prévu, là, on peut remarquer que, contrairement à d'autres cartes, on n'a pas le cycle, voilà. Mais quand on voit arme improvisée de niveau 2, ça donne vraiment envie d'avoir barrière improvisée de niveau 2 et fer avec les moyens du bord de niveau 2. Et puis sinon, que dire sur cette carte ? Arme improvisée c'est bien. Arme improvisée niveau 0 c'est bien, la version niveau 2 c'est mieux. Quand on voulait utiliser l'arme improvisée de niveau 0, si on a 2 XP, on remplace par l'arme improvisée de niveau 2. Et on a une carte qu'on veut jouer plutôt depuis la défausse plutôt que depuis sa main. Donc c'est une carte qu'on voudrait défausser de sa main puis utiliser. On est dans le cycle avec toutes les cartes de survivants qui incitent à défausser les cartes. Il y a encore plus de cartes avec lesquelles faire fonctionner ça. Moi je suis pas du genre à faire des decks en me limitant dans les cycles. Moi j'ai toutes les boîtes et donc j'ai toutes les cartes joueurs qui sont sorties jusqu'à présent, et je fais des decks avec toutes les cartes auxquelles j'ai accès. Mais pour les gens qui vont faire des decks avec boîte de base plus les cartes du cycle en cours, cette carte-là tombe vraiment très bien. Et c'est dommage pour les gens qui font comme ça de ne pas voir barrière improvisée et faire avec les moyens du bord amélioré. Le récap. Alors, une lueur d'espoir de niveau 2, moi personnellement je vois pas d'intérêt à cette carte. Voilà. Dépenser une action pour avoir des cartes dans sa main, pour les défausser, ou pour les utiliser comme compétences qui sont correctes mais sans plus. Je le dis fréquemment, pour moi, quand on attribue une carte à un test de compétence, c'est pour qu'elle donne un +2 ou un effet intéressant.
Là, ça donne un +2 au test de volonté et au test d'agilité. Et c'est tout. Voilà. Une carte qui sert à défausser, il y a mieux. Météo favorable, c'est potentiellement génial, mais il faut construire les decks pour ça. Alors en solo, oui c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que vous allez vous booster potentiellement toutes vos actions du tour, sauf qu'en solo, c'est rare qu'on consacre tout un tour à faire quelque chose. Votre ennemi, on espère que vous n'avez pas besoin de tout un tour pour le vaincre. Le lieu, vous avez pas besoin de tout un tour pour le vider de ses indices, donc c'est plutôt une carte pour le multi. Plus il y a de joueurs dans le groupe, plus c'est efficace. Plus les joueurs sont focalisés sur une compétence, plus c'est efficace. Ça semble plus intéressant pour les groupes de mystiques parce qu'ils vont tous tout faire à la volonté. C'est très bon dans les groupes de truands parce que les truands peuvent faire plein de choses avec leur agilité. Voilà, plus il y a d'actions, plus la carte est intéressante, et éventuellement, si vous voulez donner le maximum d'efficacité à cette carte-là, vous utilisez la combo dégourdi plus véritable survivant pour la jouer encore et encore. Il y a une limite collective de 1 exemplaire par jeu, mais vous pouvez répartir entre les différents investigateurs. Par exemple, si vous jouez en duo, vous faites un duo mystique biclassé survivant, c'est-à-dire Agnès Baker et survivant biclassé mystique, Patrice Eufeué, et puis voilà, dans chaque deck 3 exemplaires de météo favorable, dans chaque deck 2 exemplaires de dégourdi. Dans le deck de Patrice, 2 exemplaires de véritable survivant, et vous dites l'objectif c'est que pendant toute la partie j'ai en permanence +2 en volonté. Et vous faites votre deck pour tout faire à la volonté. Voilà. Et puis arme improvisée de niveau 2, c'est arme improvisée de niveau 0 en mieux. Vous allez repiocher la carte un peu plus rapidement et vous êtes plus efficace pour combattre les ennemis. Et puis voilà, sinon c'est intéressant dans potentiellement tous les decks, c'est particulièrement intéressant dans les decks qui piochent vite ou qui tuteur. Voilà, par exemple, si dans votre deck vous avez l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3, vous avez de meilleures chances d'avoir de repiocher rapidement l'arme improvisée. Et ça va être particulièrement intéressant dans les decks diminution de difficulté. Voilà. Demain, dernière vidéo sur les cartes survivants, et je vais regarder rapidement. Pour les cartes neutres, je n'ai que 2 vidéos. Voilà, je pense que je me donnerai un petit peu de délai, donc les vidéos sur les cartes neutres, une le lundi, une le mardi, et puis le reste de la semaine, pas de vidéo. Et toutes les cartes, je crois que ça s'appelle cartes de spécialiste. Honnêtement, j'ai toujours pas ouvert la boîte, voilà, vu que j'ai pas eu l'occasion de faire des parties physiques, donc j'ai pas lu dans le livret comment ils appellent ça, je crois que c'est cartes de spécialiste. Les cartes de spécialiste, ça me prendra combien, 12 vidéos ? Ouais. Et ensuite 2 vidéos pour les cartes faiblesse, donc ça fait, on va dire 3 semaines, et ensuite 1 semaine sur les decks. Donc encore 4 semaines, et on finit, si je ne me suis pas planté dans mes estimations, on finit le 3 juillet. Voilà. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.